Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Bienvenue les amis, bienvenue sur Rural Hammer, le wargame bien de chez nous. Donc Rural Hammer avec son premier numéro de Faction Focus, où on va se concentrer sur une faction en particulier de l'univers de Warhammer 40 000. Un Faction Focus un peu emblématique de la série qui viendra, car pour ce premier, bien tout simplement, je vais choisir ma faction de cœur devant l'éternel, celle par laquelle j'ai commencé le jeu, celle que je joue toujours actuellement, celle, disons, qui prend le plus de place sur les étagères. Donc j'ai nommé les Blood Angels. Alors les Blood Angels, les fils du sang, qui est donc ma faction, on va dire, favorite. J'aime toutes les factions, mais celle-ci, c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est celle qui me suit depuis bientôt 30 ans. Donc voilà, j'étais plus ou moins obligé de commencer par celle-là. Remontons le fil du temps. Comment s'est déroulée la découverte de ce chapitre-là, qui est désormais devenu, je pense, une des factions les plus jouées de l'univers 40 000. Eh bien, c'était en 1996 avec le codex Ange de la Mort de Warhammer 40 000 V2. Donc oui, c'est bien ça, de mémoire, c'est 1996. J'avais donc 13 ans. Et donc, bien, c'était le premier codex de Warhammer 40 000 que j'ai acheté. Donc, il faut savoir à l'époque que Warhammer 40 000 était bien derrière Warhammer Battle en termes de tout, en termes de popularité, de vente, etc. Et donc, c'est véritablement à partir de la V2 que les choses se sont emballées pour arriver à une V3 qui arrivait un peu dans la petite sphère Game Workshop comme un peu un raz-de-marée. Et donc, les codex V2 étaient d'une générosité sans pareil. C'était des sacrés bouquins qui avaient une certaine austérité, c'est-à-dire que tout était en noir et blanc, mis à part bien sûr les pages couleurs dédiées en fait à la section Heavy Metal, les petites démos de peinture de l'équipe Heavy Metal. Et donc ce codex Ange de la Mort, eh bien il regroupait à la fois les Blood et les Dark Angels. Tous les deux en fait étaient unis au sein du même ouvrage. C'était deux listes d'armées dans le codex, tout simplement. Et donc, la magie a opéré assez directement. C'était un codex, mais immensément riche en lore, immensément riche en illustrations. Et voilà, ne serait-ce que, disons, la couverture de l'ouvrage signée Geoff Taylor, qui a fait énormément d'illustrations devenues assez célèbres dans l'univers de 40 000. Rien que ça, si vous voulez, le premier contact visuel était fabuleux. Ça mettait en scène bien un chapelain de la Compagnie de la Mort, suivi naturellement de tous ses sbires. Et donc, à la lecture du codex, on en prenait plein la gueule en termes d'illustration. Franchement, ça a été vraiment pour moi l'âge d'or de la présentation en fait par Warhammer 40 000. Ça a été aussi les débuts finalement du virage grimdark qu'allait prendre le jeu pour sa V3. C'est qu'on avait des illustrations vraiment qui reflétaient vraiment ce côté Moyen-Âge technologique. C'était très cracra. Mais donc ça, c'était plutôt la partie en fait dont John Blanche avait le secret. Et on avait également les plus grands héros de ces chapitres mis en scène là par Mark Gibbons. Et Mark Gibbons, que dire ? Franchement, ces illustrations-là qui sont souvent présentées sur une seule page, pour en savourer tous les détails, ces illustrations, elles continuent en fait de perfuser l'imaginaire de Game Workshop. La preuve en est qu'en fait, ces illustrations sorties donc il y a presque 30 ans servent de design à la création de nouvelles figurines. On l'a vu récemment, par exemple, les nouvelles figurines de Méphiston, d'Asmodai, de Azrael. Toutes ces figurines-là sont directement inspirées des illustrations de Mark Gibbons qu'il a fait il y a presque 30 ans. Donc voilà, ce bouquin, quand même, c'est un peu un petit morceau de légende. Il est fabuleux.
Le lore est vraiment terrible. Enfin, j'ai souvenir d'une petite nouvelle mettant Asmodai en fait en scène dans ses activités d'interrogateur Chaplin. C'est juste terrifiant. On s'en rend pas compte, mais putain, ce mec, c'est la mort incarnée, hein. Il est vraiment fou. Et chaque personnage emblématique de ces deux chapitres ont droit à leur petit lore, à leur petit fluff, à leur petite nouvelle, que ce soit les Martès, Ticho, Dante, etc. Tout le monde y a droit. Je vais pas revenir en fait sur ce qu'étaient les règles d'armée à l'époque, parce qu'honnêtement, c'est trop loin derrière moi. Je vais pas vous raconter quel était le gameplay Blood Angels en V2, je pense que tout le monde s'en fout. Il faut juste garder à l'esprit que le jeu était immensément différent de maintenant. Pour vous donner un exemple simple, la sauvegarde d'armure Terminator, c'était 2+, mais sur 2d6. 2+ sur 2d6. C'est-à-dire que si vous preniez un pruneau de PA-1, vous deviez réussir 3+ sur 2d6 pour tanker. Voilà, c'était un autre temps, c'était un temps où les véhicules, en fait, on devait leur allouer les dégâts sur les flancs, sur l'arrière, sur les chenilles. Enfin, tirer sur un rhino, à l'époque, c'était compliqué, je vous jure, hein. On pouvait avoir plein de résultats. À l'époque, on pouvait avoir des véhicules immobilisés, par exemple. Enfin bref, ça, je vais pas revenir là-dessus. C'est trop loin, on s'en fout. Le jeu a changé 27 fois depuis. Et donc voilà, ça appartient au passé. On va se concentrer plutôt sur le lore, sur comment a évolué le lore Blood Angel. Et donc là, à l'époque donc, de la sortie de ce codex, on reste en fait sur des choses assez factuelles, c'est-à-dire la description de tous les grands héros du chapitre. On fait le parallèle naturellement avec ce qu'a été l'hérésie d'Horus. Voilà, nous on joue un chapitre quand même qui a pour principale caractéristique d'avoir un Primarque qui s'est fait buter par le champion du chaos de l'époque, hein. Donc ça c'est tragique et c'est ce qui définit justement toute la tragédie liée à notre chapitre. Et donc concernant le lore Blood Angel, eh bien il est tout simplement passionnant. Déjà c'est un chapitre qui a vraiment une identité très 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 marquée. Du simple fait visuel en fait. Une armée Blood Angel, c'est quoi ? C'est une espèce de marée rouge, noire et dorée. Donc voilà, on est vraiment dans le truc sang et or. Donc à la fois la violence et à la fois la gloire quelque part. Et on a en fait des unités qui vont incarner certains aspects, soit les plus sombres du chapitre, tels la Compagnie de la Mort, donc là qui est noire comme l'enfer, quoi, ou la garde sanguinienne qui, toute de doré vêtue, incarne vraiment ce côté parangon angélique directement hérité de Sanguinius. Donc le lore en fait est à l'avenant de la richesse visuelle de l'armée. C'est qu'on oscille vraiment entre gloire, destruction, violence. Les Blue Angels ont aussi ce côté très impliqué dans l'artisanat. C'est-à-dire que c'est un chapitre qui mise un peu comme les Empereurs Children à l'époque de la Grande Croisade, qui misent beaucoup sur le style. Ils vont s'amuser à beaucoup en fait pimper leurs armures de doré. Il y adjoindre des parchemins, des reliques, tout ce qui est en fait très présentatif va être adopté par les Blood Angels. La raison pour laquelle ils s'adonnent beaucoup aux arts et globalement à la culture, c'est tout simplement qu'ils ont besoin de se calmer, les petits pères. Du coup, parce que ce chapitre est d'entrée, en fait, il a été maudit, c'est-à-dire dès sa création, avant même la Grande Croisade, donc à l'époque de la 9e Légion, dès sa création, ce chapitre est maudit. Il présente des tares génétiques très sérieuses. Et ce chapitre, en fait, cette légion, elle a changé au fil du temps. Et quand on remonte le fil de l'histoire, parce que le lore Blood Angel, en fait, c'est considérablement enrichi par rapport, par exemple, à cette immense parenthèse narrative qu'est l'hérésie d'Horus. Durant l'hérésie d'Horus, on en apprend beaucoup au fil des romans, au fil des White Dwarfs. On en apprend beaucoup, en fait, sur l'histoire de la 9e Légion. Et surtout, telle qu'elle a été, tandis qu'elle n'avait pas encore trouvé son primarque. Et ce qu'elle a été, les gars,
On n'est pas dans le roman à l'eau de rose. Il s'agissait tout simplement d'une légion damnée, qui était mise volontairement par l'empereur en dehors, en fait, des plus grands théâtres d'opération. La neuvième, on les envoyait tout simplement mourir. On les envoyait sur des affrontements, vraiment les affrontements de l'impossible. Ils ont beaucoup œuvré, en fait, contre des xénos. Mais des xénos, voilà, comme on n'entend plus parler aujourd'hui, mais des xénos vraiment vénères, quoi. La neuvième Légion, dès sa création, s'est illustrée, entre guillemets, par des actes d'une violence vraiment terrible. C'est-à-dire que les pertes étaient aussi élevées dans les rangs de l'ennemi que dans la population impériale, en fait. Et il y a des actes insensés qui ont remonté vers vers la haute administration de Terra, et des trucs vraiment pas jolis. Donc on se nourrissait des vivants, on buvait le sang de ses victimes. La neuvième Légion, à l'époque, c'était ça. C'était des actes odieux commis sur tous les théâtres d'opération. Donc ça, c'est remonté aux oreilles de l'empereur, et volonté a été faite d'envoyer ces foufous-là se battre là où il n'y avait que peu d'espoir. Mais cette neuvième a commencé à déjouer tous les pronostics, c'est-à-dire que elle a remporté des victoires, mais vraiment des victoires totales, pour lesquelles, naturellement, elle n'a jamais été couverte de gloire, car le prix à payer était trop fort. C'est-à-dire que les dommages collatéraux étaient immenses. On a reporté des actes, mais d'une violence insensée. Et donc, la neuvième a continué ce petit bout de chemin-là. Elle a mis en place ses propres rites, donc en fait des rites vraiment tout droit sortis du petit catalogue du cannibalisme, quoi. C'est vraiment, on boit le sang, on mange la chair, on devient plus fort. Donc voilà, là, pour remonter un peu à l'anthropologie de cette culture-là, ça se passe vraiment dans la pré-civilisation humaine, quoi, hein. On trouve en fait ce type de croyance, par exemple, dans l'Inde plurimillénaire. C'est que le cannibalisme était parfois vu comme une espèce de communion spirituelle avec le mort dont on se repaissait de l'âme. Et voilà, la neuvième a suivi ce petit bout de chemin sanglant jusqu'à la rencontre avec son primarque. Et bon, là, si vous voulez, on attaque ce qui, pour moi, est le plus emblématique, en fait, dans l'histoire des Blue Angels. C'est que Sanguinus, que dire de Sanguinus, naturellement, c'est le grand champion, en fait, Sanguinus. Bon, voilà, là, c'est objectivité zéro, mais pour moi, naturellement, il a toujours été le plus grand primarque, que ce soit en compétences martiales, que ce soit en beauté de l'âme, quelque part. Et en fait, que ce soit en tout et que ce soit en présentation, enfin, qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mec est un ange. C'est un ange qui fait 4 mètres de haut, qui est super baraqué, on dirait un chanteur de hard rock. Enfin voilà, Sanguinus, c'est Sanguinus. Il est absolument parfait sur tous les points. Mais il partage en fait avec ses frères génétiques cette espèce de sombre sauvagerie qui demeure en lui et qui, dans l'histoire, va parfois se réveiller. Mais la rencontre du primarque avec ses fils, donc naturellement, on l'avait tenu au courant en fait des actes innommables commis par ses fils génétiques. Lui, en fait, plutôt que de leur faire la leçon, à sa première rencontre avec sa légion à ses pieds, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille et il se présente à eux finalement comme leur égal. Et donc la neuvième Légion, tout d'abord surprise en fait, elle qui s'attendait plutôt à un commandant, on va dire, qui les remettra dans l'autorité, eh bien Sanguinus finalement non, a pris ses fils comme s'ils étaient les siens, comme s'ils les avaient toujours connus. Et de toute manière, ses fils en fait partagent beaucoup de ses traits physiques. Et Sanguinus, au fil des années, après avoir fait ses armes, on va dire, après avoir appris toute la stratégie liée à l'Imperium auprès d'Horus lui-même, eh bien Sanguinus va élever ses fils au rang de parangon angélique de l'empereur. Il va faire en fait tout simplement, il va rééduquer ses sauvages, il va les rééduquer à la stratégie militaire, parce que jusqu'alors la 9e Légion n'avait qu'une seule stratégie, c'était d'arriver au corps à corps avec des épées tronçonneuses. Eh bien Sanguinus va élever leur art vers des sphères autrement plus glorieuses. Et durant la Grande Croisade, eh bien, les Blue Angels vont vraiment faire ça. Ils vont se couvrir de gloire.
C'est-à-dire qu'ils vont quelque part se racheter une image de prestige auprès de tous leurs frères, qui justement, jusqu'à maintenant, les regardaient vraiment de travers parce que ce qu'ils commettaient sur les champs de bataille, c'était complètement indigne. Et donc, commence cette grande période de gloire pour les fils de Sanguinus, qui, en fait, jusqu'au siège de Terra à la fin, vont remporter victoire sur victoire sur victoire. Et Sanguinus est un des seuls primarques, je pense, à fédérer autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment d'ennemis dans les rangs de ses frères. Il n'y a pas d'inimitié. Il s'impose de lui-même, en fait. Tout le monde le prend pour qui il est, c'est-à-dire une espèce de champion là, qui descend du ciel et qui est la manifestation physique de toute la gloire de l'Imperium. Et l'empereur lui-même est réellement très proche, en fait, de Sanguinus. Il en tient avec lui une relation que n'ont pas forcément les autres, quoi. Même Horus lui-même, le premier primarque, le premier fils retrouvé, ne jouit pas de toute en fait l'amitié réelle et sincère qui règne entre l'empereur et Sanguinus. Donc voilà, Sanguinus, il est vraiment dans tous les petits papiers. Voilà, c'est l'ange, c'est le grand ange. Et donc, on arrive naturellement, eh bien, à la chute de Sanguinus, qui, à l'issue du siège de Terra, eh bien, trouve la mort. Donc pour ça, on en apprend beaucoup, par exemple, dans la dernière série de livres, qui quelque part va conclure l'hérésie d'Horus. Il serait temps quand même. Donc la série Siege of Terra, où naturellement, à moult reprises, c'est un peu le Sanguinus show, quoi. Et pour vous raconter le déroulement des opérations, Sanguinus, il se tape vraiment un semestre entier de guerre totale, durant lesquels il est vraiment au premier rang. Donc il a plusieurs fois au cours du récit des rôles stratégiques immenses, c'est-à-dire que parfois il tient à lui tout seul une ligne de défense, alors qu'en face de lui il y a des centaines de milliers de foufous là qui arrivent. Et donc là, les heures de gloire, c'est simple, c'est incessant, quoi. Voilà, j'ai souvenir d'une sortie de Sanguinus au spatioport de la Porte des Lions, où le mec, si vous voulez, il y a une légion titanique qui arrive, donc les défenseurs, ils commencent à flipper. Bon, faut se replier sur la deuxième ligne, etc. Là, ça pue. Sanguinus, il est là. Non, t'inquiète, frère, je vais faire une petite sortie. Eh ben, il fait une petite sortie. Le mec, résultat, il one-shot un Titan Warlord et annihile, en fait, toute sa petite cohorte de Titan Warhounds. Voilà, Sanguinus seul. Il va tellement vite que les gens ne peuvent pas le prendre sur cible. Il remonte en fait la colonne du Titan Warlord en sectionnant toutes les conduites qui lui donnent la vie. Bon voilà, ça c'est Sanguinus, quoi. Si vous voulez, il one-shot du Titan et les faits d'armes comme celui-ci sont nombreux. Et donc Sanguinus, à l'issue de ce semestre de combats terribles où il fait face principalement à la Death Guard, aux Iron Warriors, il est couvert de sang, enfin le mec il en peut plus. Et naturellement, c'est un semestre durant lequel il commence à percevoir sa propre mort. Il commence donc pas parce que Sanguinus est assez omniscient. C'est un des seuls primarques avec Conrad Kurz à avoir des visions de l'avenir. Et lui, il doit composer avec le fait de discerner sa propre mort à venir. Et il se bat en fait avec ça dans le cœur pendant un semestre. Semestre au cours duquel c'est lui qui tient finalement le dernier bastion avant l'entrée du chaos dans la zone Sanctum, donc le dernier rempart, en fait, le rempart delphique, le dernier rempart du palais de l'empereur. C'est lui qui tient à lui seul la porte d'éternité. Et donc là, on parle d'une journée de combat durant laquelle il réaffronte Kabanda. Donc Kabanda, qui est vraiment la némésis des Blood Angels, c'est un champion de Khorne, donc élevé au rang de buveur de sang. Et ce jour-là, il a scellé un pacte avec Khorne, comme quoi il devait prendre 500 âmes de ce chapitre maudit qu'il déteste tant. Donc Sanguinus affronte Kabanda, l'oxy assez facilement, et presque tout de suite après, eh bien, il fait face à Angron. Et là, le combat contre Angron, donc là, plus épique, tu meurs. Sanguinus finit par l'emporter en lui arrachant du crâne en fait ses crocs de boucher, ce qui donne à Angron en fait une douleur mais absolument insoutenable. Mais il se prend quand même à l'issue du combat l'énorme en fait lame démon d'Angron
au travers du bide. Et c'est dans cet état-là qu'en fait, il va aborder le Vengeful Spirit, rencontrer Horus alors qu'il est déjà blessé à mort. Avant ça, il affronte également en fait 2 compagnies entières de Sons of Horus. Enfin voilà, la mort de Sanguinus, finalement, elle vient conclure un énorme une énorme épopée de combat, de laquelle il ressort vraiment en très, très, très mauvais état. Et bon, j'ai toujours à l'esprit ce dernier entretien qu'il a avec l'empereur, en fait, avant de se téléporter sur le vaisseau enfin, sur le Vengeful Spirit. C'est tellement tragique. Enfin, la mort de Sanguinus est tellement tragique. Et à ce titre, on peut dire que Dan Abnett, dans l'écriture de son dernier roman, donc La fin et la mort, volume 2, eh bien, il nous fait voir avec énormément de cruauté ce qu'est la mort de Sanguinus. Il finit réellement le corps broyé, il est défiguré, ouais, il lui manque un œil et tout. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Ah putain, la petite larmichette, hein. La petite larmichette à l'issue de ça. Et donc, bah, de la mort de Sanguinus, finalement, découle toute la malédiction du chapitre. Donc, ce qu'on appelle communément la soif rouge, en fait, qui est plutôt on va dire, là, c'est pas lié du tout à la mort du primarque, c'est quelque chose qu'ils ont en eux depuis le tout début, c'est tout simplement d'ordre génétique, cette espèce d'accès soudain à la violence, cette envie d'en découdre, cette envie de se projeter dans les rangs ennemis au mépris de sa propre vie, donc qui est nommée dans le jeu, et même en termes de règles, la soif rouge. Eh bien, la mort du primarque va ajouter une couche à ça. C'est que ses fils génétiques vont, à partir de sa mort, partager tout simplement les dernières visions du primarque, les dernières visions qui en plus sont horribles. Et eh bien, quand un fils de Sanguinus voit ça dans ses rêves, dans son subconscient, parfois ça ne marche plus. Il déconnecte total et il devient fou furieux. Et donc ça, on appelle ça la rage noire. Et donc la rage noire, qui a donc lieu après le décès du primarque aimé, eh bien la rage noire, elle va en fait bouleverser un peu la temporalité du chapitre. Idem pour ses stratégies de combat, son organisation chapitrale. Donc tout va changer pour les Blood Angels après la mort du primarque. Déjà, on a naturellement la fin des légions, donc la fin de force de 100 000 hommes, comme l'a voulu Roboute Guilliman, pour donner lieu en fait à des chapitres. Et donc un chapitre de Blue Angel, c'est tout simplement 1000 Gugus, donc c'est pas bien nombreux. Et on verra que durant toute son histoire, eh bien le chapitre va plusieurs fois flirter avec l'extinction. C'est-à-dire qu'un effectif également, évidemment faible comme celui-là, eh bien il va être souvent malmené, sans compter que le Blue Angel, il a plutôt vocation, il est un parangon de vertu. Il va plutôt avoir tendance à agir un peu au mépris de sa propre vie. C'est vraiment le don de sa vie dans la doctrine Blue Angel est très importante, ce qu'on appelle le sacrifice de l'ange. Donc naturellement, ce chapitre va être particulièrement malmené. Je pense que dans les légions existantes, il est celui qui a le plus en fait salement morflé. Et donc là, on part pour 10 000 ans. 10 000 ans de combat, jusqu'à la cicatrice Maledictum, qui coïncide pour les Blue Angels avec l'invasion de leur propre monde, Baal, par la flotte russe Léviathan. C'est un peu la croisée des chemins. Et durant ces 10 000 ans, eh bien, l'organisation chapitrale va évoluer. Les malades de la rage noire vont devenir des combattants. Donc, on va tout simplement repeindre leur armure en noir et les projeter au sein même des combats les plus désespérés. Et donc ça, c'est la compagnie de la mort. Là, on va beaucoup synthétiser les 10 000 ans qui nous séparent de la mort du primarque à la cicatrice Maledictum. Game Workshop a beaucoup nourri le lore Blood Angel au travers des années, que ce soit par les livres de campagne. Voilà, moi j'ai souvenir des bouquins, par exemple Angel's Blade, qui raconte comment une compagnie entière de Blood Angel a été affectée par la rage noire. Donc de mémoire, c'est la 5e, qui est menée par Astorath. Donc on va suivre en fait cette compagnie entière qui est désormais maudite, qui vont finir aux prises avec les World Eaters de mémoire.
On a également la petite section éveil psychique, donc là qui nous parle pas mal de Méphiston. Méphiston est un personnage qui a été pas mal mis à l'honneur au travers de plusieurs romans. Donc là, on est clairement dans la catégorie un peu roman de gare. Franchement, ça casse pas des briques, ça reste toujours sympa parce que Méphiston est un personnage, je pense, qu'on aime tous. Mais voilà, bon, il y a à boire et à manger, disons, dans tout le lore Blood Angel qui suit un peu ces 10 000 ans d'histoire. Là, on arrive à la dévastation de Baal, qui d'ailleurs est l'objet d'un roman, qui cette fois, franchement, est très bon. Donc, où là, tout simplement, c'est l'avant-garde de la flotte ruche Léviathan, donc c'est-à-dire celle qui est mise à l'honneur en V10, qui vient trouver le système Baal, et donc qui commence à commettre l'irréparable, parce que la flotte ruche Léviathan est une putain d'horreur. Et là, c'est simple, à l'issue de l'affrontement sur Baal des Blood Angels et de tous ses chapitres successeurs, c'est-à-dire qu'en fait, Dante a réuni absolument tous les chapitres successeurs Blood Angel pour défendre leur monde chapitral. À l'issue de ce conflit, eh bien, les Blood Angels, ils sont presque éteints. Honnêtement, il reste un dernier carré d'archi-vétérans au sein de la forteresse monastère. Il y a des chapitres successeurs entiers qui ont été annihilés, où vraiment il y a plus le moindre survivant. Néanmoins, ça reste une victoire pour le Blue Angel, mais ça s'est payé à un prix extrêmement fort. Il ne reste en fait que quelques personnages iconiques, quelques gardes d'honneur, quelques vétérans, quelques gardes sanguiniens, mais en gros l'effectif il est mais affreusement diminué. Et donc c'est à l'issue en fait de cette bataille que Robert Gilliman et sa croisade Indomitus viennent trouver Dante, lui donnent cette première livraison de Primaris, de Space Marine Primaris, qui viennent naturellement pile au bon moment regonfler les effectifs du chapitre. Et donc, si vous voulez, tout ça coïncide. On a l'ouverture de la cicatrice Maledictum, la venue du fils vengeur, le primarque qui est rené quelque part. Et donc, l'histoire des Blue Angels s'arrête un peu là pour l'instant. On n'a pas eu vraiment de choses supplémentaires à se mettre sous la dent en termes de lore. Mais bon, voilà, on garde quand même à l'esprit que le chapitre est clairement dans une situation assez terrible en termes d'effectifs. Donc désormais, il se met naturellement à créer ses propres Space Marine Primaris. Donc bon, on peut compter quand même sur un petit regain d'effectifs de ce point de vue-là. Et donc, assez peu de choses à se mettre sous la dent côté lore depuis. Jusque Dante, en fait, a participé à retrouver le lion. C'est un peu lui qui remet le lion en contact avec sa forteresse monastère, donc le Roc. Donc ça, on assiste à ça dans Arcs of Omen, la série de bouquins un peu narratifs, la série de Boarding Action, hein, le jeu Boarding Action, auquel je n'ai pas joué d'ailleurs, peut-être à regret d'ailleurs. Mais bon, du côté lore, eh bien, ça nous donne à peu près ça. Donc, franchement, je n'ai fait vraiment qu'effleurer en surface le lore Blood Angel. J'ai oublié plein de choses. Enfin, je n'ai pas parlé de tous les personnages. Là, c'est simple. Un petit podcast n'y suffira pas. Donc maintenant, on va passer un peu au côté jeu sur table. Alors, une armée Blood Angel sur table, c'est quoi ? Eh bien, c'est une armée déjà qui, visuellement, a un impact certain. On n'est pas sur un schéma un peu austère comme peuvent l'être par exemple la Ravengard ou les Iron Hands. On est sur quelque chose qui, en simple termes de couleur, t'en met plein la vue. C'est du sang et de l'or, tout simplement. Donc c'est une armée qui a vocation, j'ai envie de dire, en termes de modélisme, à être un peu pimpé au maximum. Faut pas trop se contenter. Voilà, si vous montez un kit, par exemple, d'intercessors d'assaut, c'est un peu triste. En Blood Angel, on va avoir envie d'avoir des épaulettes, des ornements d'armure beaucoup plus travaillés. Donc ça, je ne peux que vous encourager, si vous êtes joueur à Blood Angel, à vraiment mettre le paquet sur l'ornement. Ils aiment ça, les fils du sang. Ils aiment être pimpés. Ils aiment être glorieux. Il faut que ça en mette plein la vue. Et de manière assez naturelle, en fait, une armée Blood Angel en met plein la vue. Donc c'est une marée rouge, une marée de sang, avec beaucoup en fait de points d'or, quelques escouades qui incarnent finalement là le côté doré dans son intégralité, parce que là on a vraiment des escouades d'anges venus du ciel. On a des escouades extrêmement mortelles qui sont tout de noir vêtues, et on va pouvoir également se lâcher
En fait, on peut se lâcher dans tous les domaines en Blue Angel. Ne serait-ce qu'en termes de véhicules, vous avez des véhicules vraiment emblématiques. Donc, vous pouvez avoir un Dreadnought atteint par la rage noire. C'est ça, je veux dire, rien que ça, c'est énorme. C'est un des seuls chapitres également qui a un Dreadnought Librarian. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités iconiques dans ce codex, et notamment les personnages. Les personnages, ils en mettent également plein la vue, que ce soit un prêtre sanguinien avec une armure d'os, que ce soit un chapelain compagnie de la mort. Les Blue Angels font une nette place également aux Psykers, donc là, qui eux vont avoir une armure bleue. Enfin bref, une armée Blue Angel assez naturellement. Eh bien, ça a de la gueule tout simplement. Donc, moi je trouve que voilà, ça, c'est sur un champ de bataille, ça a toujours une tronche terrible. Et abordons maintenant le gameplay. Eh bien, le gameplay Blue Angel, il peut paraître finalement assez basique. Donc, c'est tout simplement une armée qui a une appétence naturelle pour le corps à corps, pour l'assaut. Et bah, finalement, le gameplay principal Blue Angel, c'est quoi? C'est qu'il faut charger. Et donc, il faut naturellement, en termes de règles, essayer d'optimiser ses charges. C'est quelque chose qui peut paraître assez basique. Donc, naturellement, avant d'arriver à la charge, le but du jeu, c'est également de s'épargner trop de tirs ennemis. Donc, typiquement, franchement, depuis que j'ai repris la V9, le gameplay Blue Angel, bah, il consiste tout simplement à jumper de couvert en couvert avant d'impacter au corps à corps. Donc, naturellement, pour faire ça le plus efficacement possible, on va avoir tendance à jouer des choses qui vont vite. Et bon, on va pas se mentir, l'ossature principale d'une armée Blue Angel, ce sont tout simplement des élites avec des réacteurs dorsaux. C'est ce qu'on a envie de jouer le plus. C'est ce qui est, je pense, le plus iconique. Euh, voilà, votre compagnie de la mort, naturellement, il faut la jouer avec des réacteurs. Enfin, on va pas les foutre à pied, ces gens-là, ça n'a aucun putain de sens. Donc voilà, on est sur un gameplay finalement vraiment simple, quoi. Et j'ai envie de dire qu'il peut paraître simpliste. C'est que, honnêtement, c'est un gameplay qui peut être assez lassant. Moi, durant la V9, finalement, j'ai fini par m'en lasser, à tel point que je me suis mis à jouer les Blue Angels avec des variantes différentes. Par exemple, je me suis fait une armée 100% composée de Terminator et de Dreadnought. Je me suis fait une autre armée avec beaucoup de blindés. J'ai fait une autre armée très axée finalement sur l'infanterie Primaris, donc avec tous les nouveaux types de châssis, que ce soit Phobos, Gravis, etc. Bref, en fait, il faut varier les plaisirs tout simplement. Et justement, les détachements, les nouveaux détachements de la V10, eh bien, nous encouragent à ça. Donc naturellement, en tant que collectionneur Blue Angel, j'ai une armée absolument assez nombreuse. Je pense que je dois commencer gentiment à flirter avec les 10 000 points. Et ben justement, moi j'aime beaucoup finalement varier les plaisirs. Et donc à ce titre, eh bien, le détachement qui est sorti avec l'index, donc le détachement Sons of Sanguinus, donc celui qui met évidemment en avant le côté bah, justement élite corps à corps des Blue Angels. Bien, ce détachement, je le trouve un peu no-brain, c'est-à-dire qu'il vous propose, allez, un plus un force, une plus une attaque. Bon, en fait, voilà, c'est facile, quoi. Ouais, ok, c'est facile. Bon, déjà, le plus un force, son efficacité est somme toute relative, parce que dans le système de jeu actuel, bah, avoir plus un en force ne vous permet pas tout le temps d'avoir un plus un bless. Donc là, bah, il y a des caps enfin, il y a des unités pour lesquelles le cap peut être intéressant. Par exemple, vous avez des Blade Guards qui passent de force 5 à 6. Donc là, naturellement, vous allez mieux blesser des unités ennemies très costauds du type Terminator Death Shroud. Au hasard, hein, je me les tape souvent, ces mecs-là. J'ai un peu une dent contre eux. Mais voilà, ce détachement, finalement, on en fait assez vite le tour. Je trouve que pour l'heure, il n'est pas d'une grande richesse. Et bah, typiquement, moi, en V10, les bleus dans le jeu, je vais plus avoir tendance à les jouer en Gladius ou alors avec le détachement première compagnie, qui est assez mal aimé pour l'instant, mais je suis pas forcément d'accord, mais je le trouve plutôt cool. Euh, donc voilà, finalement, avec votre armée de Blue Angel, naturellement, vous allez avoir envie
de jouer le plus Blood Angel possible. Donc voilà, de faire tout simplement une liste assez fidèle au narratif du chapitre. Mais en fait, pas que. Vous allez pouvoir varier les plaisirs et je trouve que cette V10 est plutôt une réussite pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment, voilà, typiquement le détachement blindé Iron Storm, bah, bien, rien ne vous empêche de le jouer en Blood Angel. Si vous avez quelques blindés, quelques tech marines, c'est tout à fait faisable. Et donc, on a quand même envie de jouer ce qui est l'âme même du chapitre. On a envie de jouer de la Compagnie de la Mort, de la Garde sanguinienne, des Vanguard vétérans, même des Stengard vétérans, pas mal de Terminator. On va avoir envie de jouer ça. Donc, bah, moi, j'ai joué Blue Angel, donc ça fait maintenant 4 ans. Donc, j'ai traversé la V9 en leur compagnie. Je ne vais pas vous parler de l'époque V2, où franchement, les choses n'avaient rien à voir. À l'époque de la V2, on n'était pas franchement sur un game. Tous les Space Marines, finalement, tous les chapitres différents avaient plus ou moins le même gameplay. Ce qui impliquait certaines différences, c'est majoritairement en fait les personnages. C'est les personnages qui ajoutaient ce petit sel supplémentaire. Là, on est sur un âge différent. Et donc bah, la force Blue Angel telle qu'on la conçoit, typiquement dans votre armée, il vous faut au moins une escouade de Vanguard, il vous faut au moins, là c'est sûr, c'est 2 escouades de Compagnie de la Mort et au moins une escouade de garde sanguiniens, quoi. Voilà, c'est ce qui fait vraiment la beauté de l'armée, c'est principalement ces unités-là. On a vu naturellement des nouveautés durant la V9 qui se prêtent tout à fait bien au style Blue Angel, comme les Blade Guard, et plus récemment les Stain Guard. Hein. Donc voilà, c'est tous ces petits gars avec des casques dorés, richement ornementés. Ils auront naturellement une gueule terrible en Blue Angel. Mais donc pour l'instant, en termes de gameplay, je reste un petit peu sur ma faim concernant cette V10. On a tout ce qu'il faut pour bien jouer. L'index, franchement, je le trouve quand même plutôt bien écrit. Les personnages sont intéressants. Les Martes est intéressant. Dante est intéressant. On a des trucs vraiment sympas à jouer. C'est juste que pour l'instant, on est cantonné à un seul détachement Blood Angel qui, à mon sens, s'est accordé un peu trop de facilité. Il n'y a pas beaucoup de synergie vraiment très intéressante. On a un petit strat pour mieux impacter au corps à corps. On a un petit strat pour désengager et charger. Ça, c'est toujours très précieux. Mais en fait, la richesse intrinsèque des Blue Angel, pour l'heure, se trouve plutôt dans les datasheets. Par exemple, il y a beaucoup de règles sympas. Le Librarian Dreadnought a des règles sympas. La Compagnie de la Mort est capable d'une létalité absolument sidérante, hein, dès lors que vous l'équipez en gantelet énergétique ou en marteau. Ça plaisante 0, hein, côté Compagnie de la Mort. Ils ont une reroll des touches. Quand vous les faites lead par un chapelain, ce qui est finalement assez indispensable. En fait, on n'en voit jamais ces mecs-là seuls au combat, parce que tout simplement, ils sont trop dangereux et ils sont trop ingérables. Donc voilà, on a quand même une bonne dose de personnalité possible à mettre dans ces listes. C'est juste qu'en termes de richesse de détachement, pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, que nous réserve cette V10 pour les détachements à venir? Honnêtement, sincèrement, j'en vois pas trop, quoi. J'ai un détachement très axé Compagnie de la Mort, bah là, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut jouer une armée Compagnie de la Mort avec des Dreadnoughts, avec des mecha réacteurs, avec d'autres en Rhino. Ça peut être vraiment très sympa. Mais finalement, outre le détachement Sons of Sanguinus, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en détachement Blood Angel? Faire le détachement Golden Host, qui par exemple rassemble l'intégralité de la garde sanguinienne, soit une vingtaine de membres. Honnêtement, j'y crois moyen. Bref, là, je ne demande juste qu'à être surpris. Pour l'instant, en V10, les Blue Angels, ce n'est pas la faction qui me procure le plus de plaisir de jeu. J'attends de voir comment les choses évoluent. Après, c'est toujours un plaisir de les jouer. Moi, honnêtement, en ce moment, je m'amuse beaucoup en jouant une liste Blue Angel de 3000 points que j'ai appelée ma liste lourde. C'est-à-dire qu'il n'y a que des gros châssis. Donc j'ai une vingtaine de Terminator, j'ai des Centurions, j'ai 3 Dreadnoughts, donc j'ai 2 Redemptor et un Brutalis. Et ensuite j'ai des gros châssis, donc j'ai un Repulsor, j'ai un Land Raider,
Et pareil, j'ai des personnages en mode voilà, armure Gravis, armure Terminator. En gros, je ne joue que du lourd. Et honnêtement, je m'amuse beaucoup avec cette liste-là. Je la joue en Gladius. C'est très drôle, quoi. Quand durant la partie, vous avez engagé au corps à corps une quinzaine de Terminator et 2 Dread, quand vous, quand vous déclarez la doctrine tactique et tout ce monde-là désengage, tire, charge, alors là, c'est simple, là, vous repolarisez en fait toute la bataille, quoi. Vous changez les enjeux, vous vous retirez, en fait, vous prenez souvent votre adversaire au dépourvu, donc c'est très balèze, quoi. Et à la fois, ce n'est pas non plus, on n'est pas du tout dans quelque chose d'optimisé, rien du tout. Là, c'est plutôt une liste fun. euh, Avec une létalité relativement modérée, mais par contre qui est tout simplement fun à jouer. C'est uniquement des gros châssis, donc ça tank pas mal. C'est beaucoup plus mobile qu'on ne le pense grâce au système de doctrine. Enfin bref, moi je m'amuse beaucoup avec cette petite liste Gladius jusqu'à maintenant en V10. Donc voilà pour le gameplay Blue Angel. Bah, en fait, malheureusement, il n'y a pas grand chose à en dire. Faut charger, tout simplement. Faut impacter au corps à corps. Faut avoir des petites unités satellites pour faire des secondaires. Donc moi, j'utilise par exemple des incursors pour ça. J'adore cette unité. Donc voilà, le gameplay Blue Angel, j'ai envie de dire, c'est un gameplay qui convient pas mal finalement à un joueur débutant. Parce que c'est pas compliqué à jouer comme par exemple de la Raven Guard. Non, on est vraiment sur quelque chose d'assez primaire. Finalement, c'est le même gameplay qu'à peu près toutes les armées d'assaut, hein. Prenez le gameplay, par exemple, World Eaters, bah, ça vole pas bien haut non plus. Là, on n'est pas du tout dans l'art de la guerre, hein. Il faut juste foncer, en fait. Il faut juste foncer pour impacter. Donc Blood Angel, j'en profite pour dire ça, c'est que c'est plutôt une armée séduisante pour une première armée. Parce que c'est pas bien compliqué à prendre en main. Le prix à payer, c'est que en termes de synergie, de stratégie, on peut assez vite en avoir fait le tour. Moi, voilà, j'y ai joué beaucoup pendant 2 ans en V9. Après, j'ai commencé à délaisser au profit d'autres factions, quoi, où je trouvais qu'il y avait plus d'enjeux, plus de manières de jouer différentes. Mais ne boudons pas notre plaisir. Les Blue Angels, ça reste toujours fun à jouer. La V10 vous offre le moyen de les jouer de manière différente, donc c'est très cool. Alors désormais, on va commencer à parler un peu de peinture, de modélisme. Donc en gros, voilà, comment on fait une armée Blue Angel, quoi. Donc côté modélisme, eh bien, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment, c'est que je ne peux que vous encourager euh, à faire de la conversion. De la conversion, en fait, qui sera pas bien compliquée, il s'agit juste, finalement, de faire de l'ornement. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'orner vos armures au maximum. Donc là, évidemment, en 2024, on est à l'ère du print 3D. Donc, j'ai envie de dire, quoi de plus facile? Des kits de conversion Blue Angel, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. Vous avez absolument tout ce qu'il vous faut à portée de main. Des épaulières, des boucliers, des casques, des capes, des épées reliques, des gantelets, il y a absolument tout. Tout est possible. Donc là, j'ai envie de dire, les moyens sont simples, quoi. Vous faites votre petit shopping de STL, donc c'est rarement des trucs qui coûtent bien cher, quoi. Et ensuite, vous trouvez un imprimeur, il y en a forcément un, pas très loin de chez vous, qui vous fera des prints de bonne qualité. Donc soyez exigeants là-dessus, hein. Et ensuite, vos kits un peu standards, Primaris, etc., eh bien, ils vont naturellement gagner énormément en personnalité. Donc là, je viens de dire le mot Primaris. Le problème à l'heure actuelle qu'on a en Blue Angel, c'est qu'on a encore des unités qui n'ont pas franchi ce Rubicon. Et donc des kits existants comme la Compagnie de la Mort ou la Garde Sanguinienne ne sont pas encore primarisés. Franchement, je pense que ça va arriver au fil de cette V10, donc pas d'affolement. Ça sert à rien d'acheter. Enfin, franchement, acheter du Firstborn maintenant, c'est un investissement qui n'aura pas de, qui sera assez mauvais, hein. Ce sera un mauvais investissement. Donc rangez votre frein, les kits vont finir par arriver. Voilà, récemment, on a eu Dante qui est sorti dans sa version Primaris, et je pense que ce sera le cas de beaucoup d'autres personnages. On peut s'attendre à un prêtre sanguinien primarisé, on peut s'attendre à un nouveau sanguinor, on peut s'attendre à l'Emartes. Franchement, c'est pas le choix qui manque. Je pense que tout ça va arriver au compte-gouttes et que les nouveautés V10, c'est obligé que ce soit la Compagnie de la Mort et la Garde Sanguinienne. Ça ne peut pas être autre chose. Enfin, du moins, je l'espère.
Donc moi, finalement, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à monter cette armée, bah, en fait, j'ai refusé de jouer des Firstborn, tout simplement parce que l'échelle ne me convenait pas. Ça me faisait chier d'avoir des mini Marines, en fait, côtoyer des gars assez grands comme les Bloodguard. Donc, en fait, je me suis amusé tout simplement à primariser ma propre garde sanguinienne, ma propre compagnie de la mort. Donc là, des conversions beaucoup plus lourdes, quoi. C'est-à-dire que pour la compagnie de la mort, j'ai utilisé par exemple des corps de Reavers ou des corps d'intercessors d'assaut sur lesquels, bah, tout simplement, j'ai greffé des bits, soit du kit Firstborn, soit des bits que j'ai fait imprimer en 3D. Donc j'avais franchement 1 kilo de bits 3D à l'époque. Donc j'ai primarisé un peu tout ce petit monde, ça a été beaucoup de travail. J'ai également primarisé ma garde sanguinienne et pour ce faire, j'ai utilisé des corps de Stormcast Eternals, donc les Retributors Stormcast. Là, ça a été très 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 compliqué. C'est à ce jour, je pense, l'escouade qui m'a demandé le plus de taf. Donc, tout simplement, en matière de modélisme, je n'ai pas d'autre consigne que de dire, mais foutez-en partout. Customisez vos mecs au maximum. Prenez le maximum de liberté. Ne vous contentez pas des kits tout faits. Par exemple, votre kit Blade Guard, franchement, les boucliers, vous allez avoir envie de les changer pour d'autres. Donc voilà, donnez le maximum de personnalité à votre armée Blue Angel, et ça passe pas forcément par des conversions très compliquées. Le simple fait de changer d'épaule, de tête, de bouclier, voilà, vous y êtes. Vous rajoutez quelques gris-gris, là, des petites gouttes de sang un peu partout, et vous allez être naturellement sur quelque chose de touffu, sur quelque chose de riche visuellement, et tous ces petits bibits là, bah en fait ils vont naturellement avoir vocation à être peints en or. Mettez beaucoup d'or dans votre armée Blue Angel. Franchement, c'est ce qui lui donne ce côté vraiment élite, ce côté glorieux, qui sera tempéré par par le rouge très vif et le noir très sombre, quoi, qui incarnera plutôt ses penchants morbides. Donc c'est très cool. Aller à l'équilibre entre le rouge, le noir et l'or. Et naturellement, pour ça, eh bien, on va passer sur la partie peinture. Donc la partie peinture, eh bien, bah, c'est simple, hein, vous avez 3 couleurs, comme dit précédemment, noir, sang et or. Et donc, bah, j'ai envie de dire, comme tout Space Marine, euh, pour peindre en fait des armures énergétiques, votre meilleur pote, ça va être plutôt l'aéro. Donc, on peut naturellement faire la recette traditionnelle Game Workshop au pinceau, qui consiste à prendre le fameux Mephiston Red et de faire ensuite les petits ajouts de layer via le Evilson Scarlet, Fire Dragon Orange de mémoire, etc., etc. Donc avec la technique, disons, à plat de couleurs, franchement, on a des armées Blue Angel déjà très riches visuellement. Moi, je trouve que le Mephiston Red est un petit peu terne comme sang. J'aime bien aller vers un rouge beaucoup plus vif. Et c'est pourquoi moi j'ai jeté mon dévolu sur le contraste Bal Red. Franchement, à ce jour, je trouve que c'est le rouge le plus pétant que j'ai eu dans les mains. Toute gamme confondue, hein, que ce soit chez AK, Valero, Scale 75. Ce rouge, la contraste, il est vraiment fabuleux. Mais bon, naturellement, faire de l'armure énergétique au pinceau à la contraste, c'est pas terrible, hein, c'est pas fait pour ça. La contraste a plutôt vocation à peindre des choses les plus organiques possibles. Bah voilà, une armure avec des grands aplats, c'est pas vraiment fait pour ça. Donc, bah moi, pour peindre du Blue Angel, je peux vous conseiller que de faire de l'aéro. Donc, les techniques finalement sont simples. Finalement, une armée de Space Marine, c'est peut-être l'armée la plus facile quand on veut s'initier à la peinture sur aérographe. Donc, bah, c'est tout simplement une sous-couche noire, un zénithal de blanc, sur lequel on va venir mettre à l'aéro directement le contraste Bal Red. Moi, ensuite, je viens creuser un peu les ombres avec de l'encre bleue ou de l'encre violette. Je vais également bosser sur des huiles, c'est-à-dire que je fais un petit bain d'huile noire pour bien creuser pour bien en fait découper les contours de l'armure. Enfin, moi en gros voilà, je mets tout sur le rouge le plus vif, vraiment le plus vif, mais également le plus contrasté, c'est-à-dire qui tend vers une espèce de bleu sombre. Et donc je me retrouve avec une armée avec un rouge extrêmement vif, à des parties extrêmement sombres qui vont être en fait rehaussées par le travail sur l'or. Donc le travail sur l'or, eh bien, n'hésitez pas à prendre finalement l'or le plus jaune que vous pouvez trouver. Pour ça, honnêtement, c'est chez Scale 75 que ça se passe.
Je me souviens plus de la référence exacte, mais ils ont un or extrêmement jaune. C'est celui avec lequel je peins également mes custodes. Le Retributor Armor de chez Citadel, en fait, donc c'est celui que j'utilise chez mes Blue Angels, tout simplement parce que j'ai commencé avec celui-là, donc dans un souci de cohérence. J'essaie de continuer avec ce Retributor Armor, mais honnêtement, il est un peu terne. En fait, c'est un or un peu bruni. Donc, il explose pas à la gueule, si vous voulez. Ensuite, vous le rehaussez avec du Liberator Gold, voire du Stormhold Silver. Donc là, qui va lui donner réellement toute sa brillance. Donc, en fait, n'hésitez pas à aller dans le plus punchy, en fait, visuellement. Donc, un or très jaune qui va être rehaussé jusqu'à quasiment la couleur chrome, quoi, pour lui donner un maximum d'éclat. Donc voilà, le rouge, faites au plus vif, l'or, faites au plus brillant, tout simplement. Et concernant les parties noires, pour un bleu dans le gel, on va être tenté finalement de le rehausser un peu avec du bleu. Donc il y a naturellement ce qui marche très bien chez Game Workshop, c'est de faire les lumières un peu au Dark Reaper, ensuite au Thunderhawk Blue. On finit avec une pointe de Fenrisian Grey par exemple. Là, ça vous donne un peu l'armure noire, mais avec des petits reflets bleus qui finalement lui donne vie. Moi, j'utilise le bleu en fait pour la partie détail et effet de mon armée Blue Angels, c'est-à-dire que les lentilles vont être bleues, les OSL vont être bleues, un peu turquoise. Ça cohabite très bien, rouge, bleu, or, noir, ça fonctionne très bien. Donc, je vous conseille pas de faire par exemple les lentilles de casque avec du vert fluo, c'est pas terrible. Franchement, partez sur du bleu pour les petits détails. Idem, en fait, toutes les petites gouttes de sang. Donc ça paraît con, mais moi, mes gouttes de sang, je les fais en bleu. Donc ça donne un contraste intéressant, ça donne vraiment une richesse visuelle, quoi. Le bleu sort naturel. Donc là, je parle d'un bleu tout à fait standard, le type bleu ultramarine, quoi. Donc voilà, pour peindre vos bleus dans le gel, mais allez vers le plus brillant, en fait. Allez vers le plus vif possible. Ne faites pas un rouge tout terne, ou alors tout simplement. Donc là, moi, je pars sur une armée Blue Angel. Moi, c'est le cas de mon armée à moi. Mon armée Blue Angel, elle est tout droit, en fait, sortie de la douche, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de Withering, je n'ai pas fait du tout de Grimdark, ni la moindre trace d'usure, quoi. Moi, ils ont des armures vraiment flambant neuves, c'est-à-dire ils sortent vraiment du vestiaire. J'ai voulu, voilà, c'est la première année, la première armée que j'ai faite lors de ma reprise du hobby en 2020. Et bon, voilà, j'ai pas voulu pousser non plus le délire à un niveau. Enfin, voilà, j'ai pas voulu faire du cracra quoi pour une première armée. Depuis, je commence à en faire, mais ça concerne d'autres. Donc voilà, des Blood Angels sortis de la douche le plus vif possible, l'or le plus brillant possible. Et donc, bon, pour parvenir à ça, naturellement, il y a plein de techniques, mais c'est vrai que pour faire un beau rouge d'armure énergétique, naturellement, sans aéro, ce sera plus chaud, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. On reparlera plus tard chez Rural Hammer de la peinture sur aérographe. En fait, je vais essayer clairement de faire un peu de propagande vis-à-vis de cette technique. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Mais bon, pour le Blue Angel, donc côté modélisme, faites-en des caisses. Côté peinture, eh bien, faites-en des caisses aussi. C'est une armée qui doit vraiment péter sur une table. Ça doit péter visuellement. Vous allez affronter, en fait, finalement, des armées parfois au style assez austère, que ce soit la Death Guard, que ce soit la Black Legion, que ce soit... Enfin, il y a beaucoup d'armées, en fait, qui vont être sombres dans cet univers. Bah, vous, en fait, prenez le truc à contre-pied, soyez le plus brillant possible, le plus impactant visuellement. Mettez-en des méga caisses, quoi. Jouez sur des conversions simples, mais mettez-en beaucoup. Et vous aurez une armée Blue Angel, tout simplement, qui sera énorme, quoi. Vraiment, visuellement, ce sera énorme. Et donc, pour conclure ce premier Faction Focus, je vais vous parler tout simplement de ma propre armée, de quoi elle est composée. Donc voilà, on arrive gentiment sur 10 000 points d'armée. Donc ces 10 000 points, en fait, ils m'offrent une latitude assez extrême en fait en termes de gameplay, quoi. C'est-à-dire que j'ai par exemple une douzaine de Blade Guard, une vingtaine de Terminator, une dizaine de Stand Guard, une vingtaine de Vanguard. Donc là, déjà, vous voyez que j'ai une ossature
Vraiment très lourde en termes d'élite. Donc tout ça, c'est première compagnie, donc ça peut être joué avec le détachement, qui lui est dédié et honnêtement qui est très sympa. Je tout le monde l'a regardé de travers à sa sortie. Clairement, oui, c'est pas du tout, le détachement le plus fort, mais honnêtement, il est très jouable, il est très sympa. Donc j'ai quand même un noyau d'infanterie comme ça qui me permet, de le jouer. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élite. Donc voilà, très doré, très pimpé, et cetera. Et j'ai ensuite un autre énorme lot d'infanterie, bah, que j'ai principalement hérité de la boîte Indomitus, quoi. Donc ça, je vais avoir, une vingtaine d'intercessors d'assaut, je vais avoir 2 escouades d'Eradicators, 2 escouades d'Inceptors, une escouade d'intercessors lourds, 2 escouades d'incursors, 3 escouades d'intercessors avec bolters, enfin bref, une bonne marée d'infanterie qui, elle, aura plutôt tendance à jouer le détachement Gladius, quoi, à être au cœur d'un détachement Gladius. Mais en fait, là, c'est simple, en fait, dans ces troupes-là, c'est je pioche suivant mes besoins, quoi. Si j'ai envie de jouer un peu une armée nombreuse, bah, je vais un peu diminuer les élites pour prendre plus d'infanterie comme celle-là. Et du côté ensuite, attaque rapide, là, j'ai pas grand-chose. À part des Inceptors et quelques motos, j'ai vraiment pas grand-chose. C'est des unités que je sors assez rarement, malheureusement. Je trouve pas. En gros, je préfère jouer des réacteurs, quoi, tout simplement. Tout simplement ça. Et ensuite, du côté des blindés, eh bien, j'ai 3 Dreadnoughts, donc j'ai 2 Redemptors, dont un que j'ai mis aux couleurs de la Compagnie de la Mort, même s'il n'y a pas encore les vraies règles pour l'instant. Et là, je viens de terminer eh bien, un Brutaliste, donc là que j'ai converti avec un kit 3D très sympa. Là, qui incarne vraiment, j'ai envie de dire, l'esprit Blood Angel, un énorme Dreadnought ornementé de partout, qui a 2 énormes tatanes. Donc là, clairement, en fait, quand on le voit visuellement, et lui, il a qu'une vocation, c'est à te rentrer dans le lard. Donc pareil, en termes de règles, il est un petit peu bof pour l'instant, mais je prends quand même beaucoup de plaisir à le jouer. Voilà, les Dreadnoughts, c'est toujours cool, quoi, franchement. Et ensuite, j'ai un Land Raider, Crusader, j'ai un Repulsor, et en termes de blindés, je pense qu'on a fait le tour. Là, oui, c'est pour moi la liste Blue Angel, ça n'a pas vocation non plus à recueillir un parking. Il y a des choses qui me font envie en termes de gameplay. J'imagine bien, par exemple, une escouade d'Infernus dans un impulsor. Pourquoi pas développer un petit peu également la partie Phobos. Mais globalement, là, je pense que là, je suis en train de finir mes 10 000 points d'armée en termes de peinture. J'ai un énorme lot qui est en cours de finition. Mais je pense que finalement, les seuls ajouts que je vais avoir après ça, eh bien, c'est tout simplement des unités iconiques. Naturellement, quand ils vont refaire la garde sanguinienne, primarisée, la compagnie de la mort et tout, je vais tout vouloir. Ça, c'est une évidence. J'en ai déjà beaucoup. Ben là, j'en aurai encore plus, hein. C'est le jeu. Mais globalement, je pense que les Blue Angels, c'est une armée que j'ai tendance à prendre sur sa fin. Je pense que je suis bientôt arrivé au terme de l'aventure. 10 000 points, c'est quand même très cool. Et là, ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir la jouer en V10 avec plein de règles sympas. Euh, je joue d'autres chapitres de Space Marine avec lesquels je prends énormément de plaisir. C'est un peu moins le cas pour l'instant en Blue Angel. J'attends de Game Workshop quelque chose de plus fouillé en fait en termes de règles de corps à corps. Je trouve que pour l'instant la V10 est un jeu principalement de tir. Les armées de corps à corps sont plus malmenées, elles jouissent moins en fait d'un panel stratégique étendu. Mais je garde la foi. Sanguinus vole au-dessus de moi. Je compte sur Game Workshop pour faire de ce futur codex supplément Blood Angel quelque chose de très réussi. Et honnêtement, j'ai toute confiance en eux. Je pense que on va bien s'amuser en Blood Angel. Donc, eh bien voilà, c'est la conclusion de ce premier Faction Focus dédié à mon chapitre de cœur devant l'éternel. J'espère que vous aurez apprécié cette petite émission. N'hésitez pas à laisser un mot. Est-ce que vous jouez Blood Angel? Comment vous jouez Blood Angel? Faites-nous péter des liens vers vos travaux en Blood Angel. Et je vous dis à une prochaine. Donc c'était Brother Maxou. Retrouvez-moi sur Instagram, sur ma page peinture Brother Maxou Painting. Et je vous dis à plus tard sur Rural Hammer, le wargame bien de chez nous. Ciao les mecs.